Donc la vidéo d'aujourd'hui est le cours du chapitre 3 intitulé Le sol, un patrimoine durable qui s'inscrit dans le thème Enjeux planétaires contemporains, énergie, sol du programme de seconde. Donc si on revient sur notre premier cours, notre introduction du thème 2, on avait dit que la population mondiale augmente de plus en plus, comme vous pouvez voir sur ce graphique d'estimation, de prévision de l'ONU. Et d'ici 2050, la population devrait être à 9 milliards d'individus. Donc, un des enjeux majeurs aujourd'hui est de pouvoir nourrir 9 milliards d'individus tout en gérant les ressources de manière raisonnée. Mais comment nourrir 9 milliards d'individus? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette première partie que j'ai intitulée Eau et sol pour nourrir l'humanité. Donc pour se nourrir, les hommes utilisent l'agriculture. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette première partie que j'ai intitulée Eau et sol pour nourrir l'humanité. Pour se nourrir, les hommes utilisent l'agriculture, c'est-à-dire ils utilisent la photosynthèse des végétaux qui permet de produire de la matière organique qui est nécessaire à l'alimentation humaine. Donc pour avoir une terre agricole, on a besoin d'abord d'eau et ensuite on a besoin de sol cultivable. Le problème, c'est que ces deux ressources sont inégalement réparties, elles sont fragiles et elles sont aussi disponibles en quantité limitée. Donc pour illustrer cela, je vous ai représenté deux cartes. La première représente les terres cultivées dans le monde. On voit qu'effectivement, les terres cultivées dans le monde sont inégalement réparties. On peut voir que par exemple au niveau du Sahara ou en Australie, les terres ne sont pas du tout cultivées, alors qu'en Europe, les terres cultivables sont toutes exploitées pratiquement. Ceci peut être dû à différents facteurs qui sont par exemple la déforestation ou la désertification comme c'est le cas au Sahara et en Australie. Si on regarde cette deuxième carte des ressources en eau renouvelable disponibles, on peut voir qu'effectivement l'eau est disponible en quantité limitée et qu'en plus elle est inégalement répartie sur Terre, certains pays en ayant plus que d'autres. Donc aujourd'hui, pour pallier à la demande croissante en nourriture et en énergie, l'homme a tendance à augmenter les surfaces agricoles. Cependant, cela a des conséquences sur les milieux naturels qui vont ainsi être détruits. C'est par exemple le cas en Amazonie où on va faire de la déforestation pour pouvoir par exemple planter des palmiers à huile. Donc l'augmentation de l'agriculture pour nourrir les hommes participe à la diminution de la biodiversité. Il y aura par exemple moins d'espèces dans un champ que dans une prairie ou dans une forêt. À cela, on peut aussi ajouter qu'en plus d'utiliser les sols pour se nourrir, l'homme utilise les sols pour produire des agrocarburants. Donc une partie de la biomasse végétale exploitée va revenir à fabriquer du carburant et va donc fragiliser l'équilibre alimentaire mondial. Les deux ressources vont entrer en concurrence. Et ce sera donc d'autant plus difficile de nourrir une population grandissante. Donc maintenant qu'on a vu comment l'homme utilise les sols pour se nourrir, on va voir qu'est-ce qu'un sol et comment est-ce qu'il se forme. Nous allons donc voir cela dans une deuxième partie intitulée Le sol, une lente formation. Et on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'un sol. Vous pouvez voir ici une photographie d'une coupe de sol, mais avant de venir observer cette coupe, on va rapidement définir de quoi est constitué le sol. Donc d'abord le sol, c'est la couche la plus superficielle de l'écorce terrestre. Il correspond à la partie meuble qui recouvre les roches du sous-sol, sur lequel se développe la végétation. On peut donc dire que le sol, c'est le support de la vie. Il est composé de différents éléments. Tout d'abord, le sol est composé d'eau, d'air, de matières minérales, comme par exemple le sable et les argiles, et de matières organiques. On y retrouve aussi de nombreux organismes, comme par exemple les vers de terre, les insectes, les champignons, les bactéries, etc., etc. Ces organismes vont avoir un rôle essentiel, mais on verra ça plus tard lorsque l'on parlera de la formation du sol. Donc si on revient sur notre coupe de sol, on peut d'abord observer ce qu'on appelle une stratification, c'est-à-dire un empilement de différentes couches. On peut voir les différentes couleurs. Ici, du plus foncé en haut, du plus noir, au plus clair en bas. Ces différentes couches, on va appeler ça des horizons. Le premier horizon, le plus haut, est l'horizon A. On l'appelle la litière.
La litière est composée de débris végétaux, comme par exemple des feuilles mortes, ainsi que de micro-organismes qui vont décomposer cette feuille morte. L'horizon d'en dessous, un peu moins foncé, l'horizon B, est un horizon organique. Il contient de la matière organique en décomposition que l'on va appeler humus. L'horizon d'en dessous est la couche inférieure du sol, représentée ici. On va appeler l'horizon C. C'est une couche minérale. Elle est composée de roches-mères plus ou moins dégradées. Alors, qu'est-ce que c'est la roche-mère? La roche-mère, c'est la couche qu'il y a juste en dessous. Ça ne fait pas partie du sol. C'est la roche sur laquelle se repose le sol. Elle peut être de différents types, en fonction du milieu, en fonction de l'endroit où on se trouve sur Terre. Donc ici, par exemple, c'est du granit. Pour conclure sur cette partie, on peut donner une définition scientifique du sol. Le sol, c'est en fait l'interface entre le vivant, c'est-à-dire la biosphère, les végétaux au-dessus, et le non-vivant, représenté par les roches du sous-sol, et donc ici la roche-mère. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'un sol, on va s'intéresser à comment se forme ce sol. Ce sera notre deuxième partie, la petite b, la formation d'un sol. Donc avant d'arriver aux différents horizons qu'on a vus tout à l'heure, au sol formé, au sol final, il va y avoir différentes étapes que j'ai représentées ici sur ces trois petits schémas. Vous avez ici l'échelle du temps qui montre que ceci est la première étape et celle-ci la dernière. Donc cette première étape va se situer au niveau de notre roche-mère qui sera nue, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de végétation d'abord dessus. Là, j'ai fait des petites croix qui représentent en fait du granit. Notre roche-mère est un granit, mais ce n'est pas obligatoire. Donc cette première étape est appelée l'altération. Notre roche-mère va subir un certain nombre d'altérations qui vont d'abord être d'origine mécanique. Ce que j'ai représenté ici, ce sont des fractures dans notre roche. Ces fractures, elles vont pouvoir arriver à cause de différents facteurs qui sont par exemple le vent ou des différences de température, comme par exemple le gel et le dégel, qui vont créer des fissures dans la roche, des fractures, qui vont la fragiliser. Ensuite, il va y avoir une altération chimique causée par la pluie, qui peut être plus ou moins acide, et qui va dissoudre les minéraux de la roche. Donc on va se retrouver avec une roche-mère fracturée. Donc le temps passe et on se retrouve à la deuxième étape qui est appelée l'humification. Donc lors de l'humification, des végétaux vont commencer à coloniser cette roche-mère. Ce sont des végétaux qu'on appelle des végétaux pionniers, c'est-à-dire qui sont peu exigeants et qui sont relativement résistants, comme par exemple les fougères ou les mousses. Donc ces végétaux vont coloniser la roche, les racines vont continuer à altérer la roche-mère, d'abord par une action mécanique, c'est-à-dire que les racines en se développant, elles vont pousser, elles vont continuer à fracturer la roche-mère, et en plus, ces racines ont une altération chimique, parce qu'elles vont relâcher dans le milieu des ions H+, qui vont acidifier ce milieu et continuer à abîmer la roche. Donc si on regarde bien le schéma, on peut voir que les végétaux qui ont colonisé cette roche-mère commencent à former une litière assez fine. Et cette litière contient donc des débris de végétaux ainsi que des organismes décomposeurs. Ces organismes vont donc commencer à décomposer la matière organique et donc il va y avoir création d'un petit horizon d'accumulation contenant de la matière organique décomposée mélangée à de la matière minérale issue de l'altération de la roche-mère. Donc c'est notre étape 2. L'étape 3 est appelée la différenciation. Donc au cours du temps, la roche-mère va continuer à être altérée par l'action des végétaux et du climat, elle va être de plus en plus altérée, et la matière organique, c'est-à-dire l'humus, va s'accumuler de plus en plus par la décomposition des végétaux en surface. Donc nos horizons vont s'épaissir de plus en plus et vont se différencier. C'est pour ça qu'on appelle ça la différenciation. On va avoir une litière et un horizon d'accumulation plus épais, et on va voir un horizon d'altération de la roche-mère, c'est notre horizon minéral, l'horizon C, qui va se former et qui contiendra donc de la matière minérale ainsi que des morceaux
plus ou moins gros de roches-mères altérées. Pour conclure cette partie, on peut dire que la formation d'un sol résulte d'une longue interaction entre les roches du sous-sol, donc la roche-mère, et la biosphère, les végétaux. Et c'est conditionné par la présence d'eau et le climat. Cette formation dure des centaines d'années, donc c'est très long de former un sol. Mais le sol, il peut se dégrader beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie. Donc troisième partie, le sol, une structure fragile. Le sol est une ressource fragile, alors il peut être facilement dégradé. Cette dégradation peut être due à différents facteurs. D'abord, un facteur dit naturel, qui peut être dû, du coup, aux vents qui vont emporter une partie des sols, ou à l'eau. Et il y a d'autres facteurs qui sont dus aux mauvaises pratiques de l'homme. L'homme est responsable d'une partie de la dégradation des sols. On peut donner différents exemples de dégradation des sols par l'homme. Donc là, sur cette première photo, on a ce qu'on appelle le labour, c'est-à-dire le retournement de la terre en agriculture, qui permet après de semer les graines. Donc ça va tuer une partie de la faune du sol qui est donc indispensable à, par exemple, la dégradation de la matière organique. La déforestation aussi participe à la dégradation des sols. On a aussi l'utilisation d'engrais qui va polluer les sols. L'homme a donc une responsabilité, il doit protéger, mieux gérer et limiter les actions qui vont dégrader un sol. On peut voir sur cette photo qui représente des vignes que entre les vignes, au lieu d'avoir un sol nu, de la terre nue, on a laissé de l'herbe, de la végétation pousser. Cette végétation va permettre de protéger le sol du ruissellement de la pluie. La pluie, en fait, l'eau, normalement, s'il y avait de la terre nue, aurait ruisselé et aurait emporté une partie du sol. C'est ce qu'on appelle l'érosion. La végétation, là, va permettre de protéger ce sol qui sera du coup moins érodé. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. On peut aussi citer la fin du labour. Donc certains agriculteurs ne labourent pas leur sol. Ça permet aussi, c'est aussi une façon de le protéger. Il en existe différents exemples de protection. Si on fait un bilan de tout ça, on peut dire que le sol c'est une ressource non renouvelable à l'échelle humaine. Parce qu'effectivement, ça met plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années à se former, alors que ça se dégrade très rapidement. Le sol est donc fragile et limité. La gestion des sols, c'est un enjeu majeur planétaire. Une mauvaise gestion peut avoir des implications dans de nombreux domaines, et notamment dans l'alimentation humaine. Donc voilà, dans cette vidéo sur le sol, vous avez pu voir comment est utilisé le sol par l'homme, qu'est-ce qu'un sol et comment il se forme, et enfin la dégradation d'un sol et comment le protéger. Voilà, il ne vous reste plus qu'à réviser.